Bonjour Roland. Bonjour. Merci beaucoup de nous accueillir ici à Cucugnan pour cet enregistrement. Vous nous recevez dans votre boulangerie, là on est à 2 pas du moulin. Cucugnan, c'est pas en Provence, c'est dans le massif des Cordières, dans l'Aude, pas très loin de Perpignan. Ici, on vient vous voir des 4 coins de la France et même du monde entier. Après avoir beaucoup cherché, vous avez réussi à retrouver le goût du vrai pain. Vous avez de nombreuses casquettes. Vous êtes paysan, boulanger, humaniste, meunier, philosophe du goût. Votre boulangerie est un lieu incroyable, unique, qui éveille les consciences. Mais vous n'avez pas toujours fait ça. Être en connexion avec le vivant, en symbiose avec un écosystème que vous régénérez. Avant, vous habitiez à Paris, c'était une toute autre vie. Et vous avez tout quitté avec votre femme pour vous installer ici. Pourquoi est-ce que vous avez changé de vie, Roland ? Les événements que l'on vit depuis 2 ans, je pense que ça doit être un peu une évidence pour tous, sauf que pour nous, ça a été un petit peu un avance de phase, mais j'ai cru comprendre, j'ai cru dire qu'actuellement, il y avait énormément de gens qui, justement, voulaient procéder à une forme de reconversion, voire de conversion carrément familiale, individuelle, et dans des projets qui soient largement en décrochement total avec ce que l'on sent, ce que l'on analyse et ce que l'on comprend être dans des liens de causalité très convergents à toutes les problématiques que l'on vit, ou qui sont ces espèces d'épées de Damoclès qu'on a sur la tête, dont une des particularités dont on nous parle tous les jours, c'est le fameux réchauffement climatique, mais la problématique est bien plus vaste que ça. Ça va de la déforestation à l'élevage intensif, à l'agriculture extractiviste, où pour nous nourrir, on tue les sols et on les vide de tous leurs nutriments, de toute leur fertilité, etc. Et bien sûr que à l'évidence, ça génère une espèce de chaos même au sens mathématique du terme. C'est ce qu'on peut appeler le dérèglement climatique. Et ce dérèglement climatique qui fait jouer des effets pendulaires extrêmement forts, avec un pendule qui pèse lourd et qui va très vite d'un côté à l'autre, où on a le sentiment qu'on va constamment osciller et de plus en plus entre le manque et le trop. C'est-à-dire on manque d'eau, on est en sécheresse, et quand on a de l'eau, bim, on en a beaucoup trop. On manque de froid parce que le froid est utile au sol, il a une fonction quasi purificatrice, le froid. Et on manque de froid, et puis à un moment donné on va en avoir, mais oui, mais en plein au mois de mai, où les plantes, les pauvres, n'avaient pas anticipé cette chose-là, et elles avaient fait leurs petites fleurs, leurs petits bourgeons qui gèlent, et hop, on a tous nos amis vignerons qui se retrouvent dans des situations bien pénibles, et voire bien terribles. Et moi je vois ici même l'aérologie avec notre moulin. On manque de vent, et puis quand on en a, il est beaucoup trop fort, on peut quand même pas faire tourner le moulin. Donc on a le sentiment que cet effet pendulaire entre le manque et le trop s'accroît. On nous dit que les crues centenaires deviennent les crues décennales, et que les crues décennales deviennent les crues annuelles. Donc tout ça, ça pose quand même un certain nombre de questions. Et quand on met tout bout à bout, ou que plutôt on essaie d'analyser les choses d'une façon globale, holistique, c'est-à-dire on regarde devant, derrière, dessus, dessous, à gauche, à droite, etc., dans toutes les directions, et que on fait un peu fonctionner beaucoup plus d'ailleurs notre cerveau de l'émotion, notre cerveau de la perception des choses, plutôt que notre cerveau du rationnel, de la pensée mécanique, de la pensée linéaire, ce qu'on appelle la pensée intuitive. Mais je crois que quand l'être humain a persévéré, enfin, essayer de conserver cette capacité à ressentir les choses, je crois que tout un chacun aujourd'hui a envie de se dire et a envie de prendre des résolutions, et qui ne doivent pas être les résolutions qu'on prend le 1er janvier quand on se réveille le matin, qu'on a oublié le 2 janvier, mais des décisions fermes, des choix, des actes. Et c'est justement en ressentant tout ça que on change nos diagrammes de valeur, on change nos diagrammes d'intention, et on a envie de faire des choix, et on s'engage dans des choix qui conduisent donc vers des actes, et c'est avec ces actes qu'on dessine le monde de demain. Pour moi, ils sont simples. Il n'y a pas 36 solutions, il n'y en a que 2.
ou on fait partie de ceux qui tirent profit du problème, ou on veut résolument faire partie de ceux qui, même avec un petit peu d'abnégation, donc autrement dit de réduction peut-être de certains éléments de train de vie, de richesse extérieure, qui font que ça obère un petit peu nos capacités de séduction, de prise de pouvoir, voilà, et voire de distraction, si je puis dire, eh bien on fait partie de ceux qui participent à trouver des solutions. Il y a ces deux, on est d'un côté de cette espèce de barrière ou on est de l'autre, ou troisième cas de figure, on est en train de se mettre en chemin, voilà. Et comme disait l'autre, quand on se met en chemin, c'est le premier pas qui coûte. Donc on doit savoir dans quelle catégorie on est, la 1, la 2 ou la 3. Moi, je pouvais pas imaginer de vivre et d'alimenter, de remplir le verre d'eau de mes enfants avec une cruche que j'allais remplir à une source d'eau qui était pas très très pure, quoi. Et ce changement, il a été radical. Voilà, et il faut adopter des résolutions. C'est qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus simple que ça l'est, que ça l'a été. Dans le contexte d'aujourd'hui, que ce que ça l'était pour nous il y a 20 ans. Ouais. Mais on l'a fait, on regrette absolument pas de l'avoir fait. S'il nous fallait le refaire, on attendrait peut-être un peu, surtout dans le domaine que nous avons choisi, l'alimentation, la base de la pyramide alimentaire, la céréale, le pain qui était non seulement mis de côté, mais voire même un petit peu, disons-le, carrément diabolisé. Oui, avec tout le la gluténophobie, tous ces trucs-là. Voilà. Alors que l'histoire nous enseigne tout autre chose, puisque moi je me régale de me plonger à nouveau dans Homère, 8 siècles avant Jésus-Christ, l'Iliade et l'Odyssée, où il y a cette phrase terrible où il dit: il y a les mangeurs de pain d'un côté et les barbares de l'autre. Et donc la grande question, c'est que est-ce que c'est toujours d'actualité quelque part? Moi, j'ai tendance à le penser très fortement, pas pour défendre ma boutique et mon business, c'est pas du tout mon propos. Mais je pense effectivement qu'il y a les barbares d'un côté et les mangeurs de pain de l'autre. Mais on peut rentrer à fond là-dedans. J'ai beaucoup d'arguments que je peux exposer. Et quand vous décidez qu'en fait ce changement définitif de paradigme, vous allez l'embrasser, que votre système de valeurs va être va être tout autre, comment est-ce que vous arrivez ici à Cucugnan? Comment est-ce que l'histoire commence avec ce moulin? Comment ça arrive en fait? Comment ça arrive? C'est un cheminement. Déjà, de faire le choix du pain, ça c'est clair. D'où vient cet amour pour le pain là? L'amour pour le pain, mais c'est que justement toute l'histoire le démontre, et que ma conviction, mais depuis jeune homme, est que le pain incarne une sacralité véritable. Donc le mot sacré en français, il a un sens très précis, et sacré, ce qui relève d'un respect absolu. Si on va sur le site du ministère des Armées, on va voir qu'il y a écrit liberté, égalité, fraternité. C'est écrit avec un L, un E et un F majuscule. Voilà. Parce que, justement, dans notre typographie occidentale, quand un mot a une première lettre en majuscule, c'est que il veut dire que ce que veut dire ce mot-là est sacré. D'accord? Donc, une maman, c'est sacré. Ça s'écrit avec un M majuscule. Pour moi, le pain doit être écrit avec un P majuscule. Et la sacralité du pain, on peut la démontrer. Et surtout, ce qu'il faut en comprendre, si on fait toute l'étude de toute l'histoire du pain, et pour nous en Occident, mais c'est aussi tout à fait valable dans énormément de pays du monde, pour pas dire quasiment tous, puisqu'il a été sacré aussi par le fait qu'il a nourri nos ancêtres, etc. Mange du pain depuis combien de temps? Dans les fouilles archéologiques, et qui évoluent un petit peu constamment, aujourd'hui, une des plus anciennes traces vraiment de pain, avec un four, une cuisson, c'est chez les Natoufiens, et on est 14 400 ans exactement avant Jésus-Christ. D'accord? Donc on en mange depuis quand même quelques années. Voilà. Cette forme de sacralité, parce qu'il incarne bien sûr notre histoire, notre culture, nos patrimoines, etc., mais aussi de nous bien nourrir. Justement, quand le pain est bien fait, c'est-à-dire qu'en gros il a suivi une fermentation, que cette fermentation, eh bien, on sait qu'elle est liée à une notion de bactéries lactiques, de ce qu'on appelle la fermentation lactique, comme la charcuterie, comme la viande, comme les légumes, comme des boissons, comme même la bière, etc. Quand un aliment, quand une matière première a suivi le cursus de la fermentation lactique,
comme par hasard, il devient extrêmement digeste, et ce qu'il y a comme nutriment métabolisable dans cet aliment-là, dans cette matière première-là, devient éminemment plus biodisponible, nous nourrit, et quand on est bien nourri et que on n'a pas des digestions qui nous font nous tordre le bide, eh bien on se pacifie plus et on a aussi plus de temps et on a un éveil civilisationnel qui fait que on a du temps et on a de l'énergie et on a du talent et du cœur pour s'occuper de littérature, de poésie, de philosophie, d'astronomie, de médecine, d'art, de culture, etc. Voilà. Mais c'est aussi parce que, vous voyez, quand on va aujourd'hui dans des boulangeries, bah on a un pain qui est blanc. Enfin, en fait, je pense qu'il y a tout un... Peut-être c'est une filière. Hein. D'ailleurs, j'y connais rien. C'est pour ça que je suis ravie qu'on... Mais peut-être que vous pouvez nous l'expliquer, en fait. Pourquoi est-ce qu'en fait, aujourd'hui, on se retrouve avec du pain qui... Enfin, en tout cas, dans encore beaucoup d'endroits, qui n'a pas le goût du vrai pain ou du bon pain? Alors, on serait dans les années 70, je vous dirais oui, c'est catastrophique, à part quelques-uns, le pain a perdu, a été vidé de son sens, a été vidé de son contenu, etc. Mais on a un auteur, un historien en France qui est américain en fait, qui s'appelle Stephen Lawrence Kaplan, qui a écrit un bouquin il y a une dizaine d'années, qui est justement Le Retour du bon pain. Et c'est un bouquin dont le titre est bien nommé parce que actuellement, je crois qu'il y a un véritable retour, et il y a même chez beaucoup d'artisans une volonté de faire réémerger à nouveau le levain est en train de reprendre pied dans les fournils, et les choses évoluent beaucoup. Parce que le truc du levain, vous pouvez nous expliquer que jusqu'à présent c'était un levain. Il y a 150 ans, si vous mangez du pain en 1850, il était forcément fermenté sur du levain. Voilà. Puis après, à la fin du 19e, les levuriers ont pris le marché quelque part, et on est passé sur une fermentation que l'on maîtrise plus facilement parce que on connaît les taux de concentration des ferments, etc. dans un poids donné, donc on peut faire des recettes, etc. Et c'est beaucoup plus facile aussi pour la mécanisation. Et donc, on va petit à petit laisser tomber le levain. Jusqu'à, paraît-il, il y a encore, dans les années 2000, le levain représentait moins de 3% de la panification française. Aujourd'hui, c'est en train de remonter à fond. Et les meuniers artisanaux très pointus, vraiment de la véritable meunerie artisanale avec lesquels on travaille, certains ont même dans leur clientèle, qui est des centaines de boulangers artisans, d'accord, et une quasi-totalité, entre 80 et 100% qui sont sur le retour chez qui on retrouve du pain au levain. Et ça, c'est un point extrêmement positif qu'il faut souligner. Et s'il y a une chose que nos auditeurs doivent retenir, c'est que s'il y a un conseil à donner, c'est qu'il faut absolument revenir sur du pain qui a été fermenté sur une fermentation naturelle, faite avec du levain naturel, c'est-à-dire avec des bactéries lactiques associées à des levures sauvages. Voilà. Et ça, on assiste à un grand retour de ça, donc avec des fermentations très lentes pour que le levain puisse opérer à justement toute forme de transmutation auquel il opère dans le pain, en nous rendant les protéines plus digestes, en déliaisonnant les liens tenaces entre les protéines, en éliminant des formes d'acides qui peuvent être déminéralisants et aussi bloquants de la biodisponibilité des minéraux, etc., qui favorisent la conservation du pain, qui va favoriser les arômes d'un très bon pain, etc. Donc absolument revenir à ingérer et donner même aux enfants du pain au levain. Alors, bien sûr, en essayant d'être sélectif ou de pousser un petit peu son boulanger à être beaucoup plus à même de faire des levains qui ont des caractères lactiques plutôt que acétiques, parce que les aspects d'aigreur, un petit peu de vinaigre, etc. Nous, les humains, on n'est pas tous très amoureux de ça, et surtout les enfants, très naturellement, ils vont vers l'acide lactique. Pourquoi? Parce que de toute façon, on y est habitué très tôt, dès la première seconde de notre vie, dès la première tétée au sein de la maman, on récupère de l'acide lactique, donc on aime ça, et ça a même une petite fonction et un petit goût de revenez-y, dirons-nous, quoi. Voilà. Et est-ce que du coup aussi les gestes associés à toutes ces nouveaux, donc les levains, etc., sont pas les mêmes? Enfin, quand vous dites de longue fermentation, etc., est-ce que ça aussi, avec le geste, avec l'apprentissage, il y a des choses qui évoluent,
Oui, oui, bien sûr. Et aujourd'hui, dans le renouveau du métier, je dirais de l'art, et chez tous nos confrères boulangers artisans, il y a même ce goût, cette volonté, cette passion même de revenir vers cette notion de retravailler à nouveau avec le levain, mais avec, je dirais, l'obligation que ça entraîne d'être beaucoup plus attentif, d'être beaucoup plus à l'écoute, d'être beaucoup plus bienveillant avec sa pâte, avec son pain, etc. Parce que ça fluctue, parce qu'un levain, on est même carrément, moi je parle souvent de l'éthologie, vous savez, l'homme qui chuchotait à l'oreille des chevaux. C'est l'éthologie, cette espèce de relation où on ressent l'autre, on comprend l'autre, et qui est basée justement du fait qu'on aime l'autre. Un bon boulanger artisan, et il y en a, et ils ne demandent que ça, ils aiment leur levain. Il y a une vraie relation d'amour avec le levain. On sait que c'est un écosystème, c'est un être vivant et on va lui prêter même certaines formes d'humeur. Et il va pas être tous les jours le même, voilà, parce que les choses fluctuent, parce que les bactéries lactiques, sans aucun doute, moi je leur prête beaucoup et en plus en lisant énormément de sources scientifiques sur le sujet, parce que je trouve ça absolument passionnant. Je donne un exemple, par exemple aujourd'hui, il y a de très sérieuses présomptions sur, par exemple, ce qu'on appelle les lubies de la femme enceinte. Si elle veut manger de la fraise à 2 heures du matin, c'est pas parce qu'elle est devenue un peu folle, parce qu'elle est enceinte, au contraire. C'est parce que par les conjonctions biologiques symbiotiques avec nos bactéries lactiques, vraisemblablement, elles ont besoin d'un acide ou d'un système moléculaire qui est dans la fraise, avec lequel elles vont opérer à des transmutations qui va peut-être permettre à la maman de construire plus facilement le muscle du myocarde dans le fœtus qui est en cours de fabrication dans son ventre. Et c'est des choses, j'ai l'air de les compter, mais d'ailleurs je suis un grand fan du fait de compter la science, parce que la science, elle est pleine de choses absolument merveilleuse. Dans la science, dans les sciences du vivant, nous avons toutes les merveilles de la vie et voire les mystères de la vie. Voilà. Pour moi, il n'y a pas de mystère dans le créationnisme basique élémentaire. Par contre, il y a l'évolution, les dynamiques évolutives, les dynamiques de toutes les conjonctions biologiques dans le vivant sont pleines de mystères. Voilà. Et ouais, c'est Jean Giono qui disait ça. Je ne sais pas pourquoi on nous dit que les miracles tombent de la foudre. C'est pour ça que l'on n'en voit jamais. Et alors que si on nous disait que les miracles sont dans le vivant, nous en verrions à chaque pas. C'est exactement ça. Et c'est miraculeux, le vivant. Et remettre le vivant au centre, parce que pour moi, c'est le sujet majeur. On ne pouvait pas trop l'appeler comme ça il y a 20 ans, mais aujourd'hui c'est en train d'éclore, je dirais très fortement, ce qu'on appelle le biocentrisme, le biomimétisme, la bioespiration, la biosourcing, etc. Ça doit être au cœur de toutes nos préoccupations pour demain. Les cahiers des charges de la nature, c'est ce qui m'a fait naître ici, chez les maîtres de mon moulin, il y a 20 ans, ce fameux label 100% nature. Ça veut dire que 100% de ce qu'on met au centre, c'est la nature. Et on s'inspire de la nature et on respecte, alors autant que faire se peut, parce que c'est pas toujours facile, les cahiers des charges de la nature. Dans la nature, par exemple, il n'y a pas de déchets. Waouh! Extraordinaire. Toute forme de déchet d'un système devient une ressource pour quelqu'un d'un d'autre. autre système. La branche qui est au sol, elle va disparaître parce qu'il y a tout un système fongique, bactériologique, etc., microscopique qui va la faire fondre. C'est d'une complexité en fait incroyable, et on se dit parfois, mais en fait, on ne connaît rien aussi par rapport à ça. Alors, on connaît quand même beaucoup de choses, parce que pour moi on vit une époque formidable, et en plus je le dis, mais alors avec une forme de conviction intime totale, parce que on a accès à énormément de choses directement aux sources des grands organismes de recherche, etc. Et puis on a même des outils, des supports, des médias de vulgarisation qui sortent chaque fois des espèces de condensés, et dans lequel il y a même les sources pour si on veut aller chercher plus loin, etc. Et on comprend énormément de choses. Beaucoup de choses nous sont très 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 accessibles. Et par exemple la biologie, je pense que la biologie, non seulement elle est pas très bien enseignée, parce que les profs de SVT, tout ça et tout, on a réduit, voire fait disparaître certaines choses, alors que justement, pour que tout un chacun demain ait cette notion de convention intime et personnelle qu'on doit remettre la vie au centre, il faut absolument s'intéresser à la biologie, au vivant, et il faut absolument vouloir être acteur, agissant,
pour soutenir et développer le vivant. On ne peut pas se nourrir en tuant. On doit se nourrir, parce que l'hindouisme, qui est plus une philosophie qu'une religion, nous le dit d'une manière extrêmement claire. Dès la première seconde de notre vie, nous sommes condamnés à nous nourrir de l'autre. Voilà. On est condamné à se nourrir de l'autre. Que l'on soit même vegan, on va tuer des poireaux et des salades pour se nourrir. On tue. On éradique une forme de vie. Et de dire que on parle de la souffrance animale, oui, c'est insupportable, la souffrance animale. Mais on ne doit pas être dans des excès anthropocentristes et anthropomorphistes là-dessus, c'est-à-dire considérer que parce qu'un animal nous ressemble, parce qu'il a 4 pattes, 2 yeux, un nez, une bouche et des oreilles, on s'identifie à lui ou on l'identifie à nous et on supporte pas de le voir souffrir. Oui, on ne doit pas supporter de voir souffrir un animal. Ce que l'on nous montre encore dernièrement, qui se passe dans certains abattoirs, est totalement insupportable. Mais attention, il faut pas s'arrêter là. C'est trop facile. Il y a la souffrance animale, mais il y a la souffrance végétale. Moi, je me bats pour porter le message que les gens ne doivent pas se nourrir de végétaux malades. Parce que nos sols sont aussi... nos sols, la microbiologie, les systèmes avec lesquels on les traite, qui finissent tous par ide, qui veut dire, le suffixe ide, ça veut dire tuer, insecticides, pesticides, fongicides, bactéricides, etc. Tout ça est à mettre dans un même panier. Donc, il y a des manières de faire autrement. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire, là, aujourd'hui, quelles sont les semences que vous utilisez? Comment est-ce que vous cultivez, en fait, aussi? Alors, tout commence, bien sûr, comme l'architecture du vivant. Dans l'architecture du vivant, ce qu'on a à la base de la base de la base, c'est la génétique. Et comme j'aime à le dire, à partir du moment où la génétique est dévoyée, tout ce qui s'ensuit n'est que billevesé, c'est-à-dire creux et vide de sens, d'accord? Donc, cette génétique, on doit y faire grandement attention. La génétique, elle est liée à l'évolution et à la coévolution. Voilà. Alors, bon, il faut pas croire à un miracle qu'on a des semences dites anciennes qu'on aurait retrouvé là comme par hasard et qu'il suffit de ressemer pour s'en régaler. C'est beaucoup plus complexe que ça. Et dans cette évolution du vivant, et tout particulièrement dans le monde du végétal, particulièrement dans ce qu'on appelle les graminées ou les poacées, à l'intérieur desquels tout particulièrement nous on est très spécialisés dans un genre qu'on appelle le blé. Eh bien, il y a de la génétique qui a fait l'objet de certaines formes de sélection pour qu'elle soit plus productive, pour qu'elle soit où on a regardé toujours avec une espèce de prédicat, de précepte, que ça soit le plus rentable que possible. Voilà. Pour situer un peu, ça arrive quand tout ça? C'était il y a... Ça se situe à la fin du 19e, grosso modo, 1860, 1870, ça va vraiment s'accélérer. Pour des raisons de mécanibilité aussi, des pâtes, voilà, de la rhéologie des pâtes que l'on fait avec ces farines-là. On va faire certaines sélections sur le blé, on va maximiser la présence de certaines protéines et surtout ce qu'on appelle le poids moléculaire des protéines, pour qu'on ait plus de ténacité des pâtes, plus d'extensibilité, qu'on puisse les gonfler plus. Parce qu'on sait très bien aussi que tout un chacun réagit dans ses stimuli d'achat à la relation qu'il y a entre le volume et le prix. Voilà. Les glaciers l'ont très bien compris, les industriels font 1 litre de glace avec 350 grammes de matière. Nos grands-mères savaient pas faire ça. Voilà. Et donc on va foisonner, mais on va foisonner aussi les pâtes à pain pour donner beaucoup de volume. Et c'est chouette en plus parce que le marketing va nous aider grandement là-dedans, parce que ça va ressembler plus à quelque chose de mousseux, de léger, et donc qui nous ramène plus vers la viennoiserie, ces fameux viennoisiers, ces Autrichiens qui sont arrivés à Paris et qui ont fait des pains très légers, voilà, et qui vont enthousiasmer, j'allais dire, la bourgeoisie et la haute bourgeoisie parisienne. Et on est toujours en train de suivre ces dictats-là. Voilà. Alors que Giono nous dit, le bon pain est lourd. J'en ai une tranche dans la main, elle est plus petite que ma main et je la sens plus lourde que ma main. Voilà. Le bon pain est lourd. Voilà. Parce que, il est plein de sens. Il est plein de bons nutriments. Il est plein de bonnes choses. Voilà. Alors, point trop d'infos, parce qu'il y a des fois des pains qui sont peut-être un peu trop lourds aussi. Mais, voilà. Il faut arriver à suivre la bonne voie médiane. La vérité est souvent au milieu. Et donc, les semences vont subir les affres de certaines méthodes de sélection. Moi, ce qui me passionne, c'est les semences qui ont un héritage patrimonial et culturel. Voilà. Et parce que, justement,
Je pense que nous avons des prédécesseurs qui, pendant des décennies, des siècles, eux se sont fixés à essayer, au-delà de simplement que le blé pousse bien, qu'on le rapace pas malade, qu'il tombe pas, que, etc., que les pailles soient pas trop fragiles et tout. Mais il y avait un petit focus plus loin que ça, et qui touche à l'humain, et je vais dire à l'humanisme aussi dans ses capacités culturelles. Ce que j'aime beaucoup essayer d'étudier, c'est les mots qui ont pourquoi sont-ils identiques? Voilà. Pourquoi le mot humain, qui d'ailleurs étymologiquement veut dire fait d'humus, d'accord? Pourquoi le mot humain, humus, humanité, humilité ont en fait la même, si on remonte dans ces ressources lexicales, on retrouve le même mot à la base. Voilà. Et donc, pourquoi ces mots aujourd'hui qui sont si proches et ont en fait le même ancêtre, si je puis dire, linguistique, pourquoi ne seraient-ils pas chaînés? Mais c'est évident qu'ils le sont. C'est-à-dire qu'on est sur un bateau, on a devant nous l'humus, l'humilité, l'humanité et l'humain. Si on jette l'humus par-dessus bord, il suffit d'aller sur des outils aujourd'hui sur le web qui permettent de voir de la cartographie, des outils comme Google Maps, Google Earth et autres, etc. Vous regardez la Gironde, l'estuaire de la Gironde, vous le regardez en couleur et vous allez voir que c'est marron. Vous allez voir que nos rivières, nos fleuves charrient tout ce que les pluies ont lessivé à la surface des sols et qu'on perd la partie la plus haute de là où est là vraiment le cœur de la fertilité des sols. Voilà. Si on jette l'humus par-dessus bord, il faut comprendre que inéluctablement on jette l'humain et qu'on jette cette humilité de l'humain et qu'on jette l'humanité. Voilà. À quoi on œuvre? À quoi nos actes avec ceux qui nous entourent, concourent pour faire persister quoi? Nous, ce qu'on doit développer demain, c'est notre humanité, c'est-à-dire notre humanisme. Voilà. Et alors ici, à Cucugnan, pour en revenir là aux semences et à ce qui vous passionne, c'est donc les semences anciennes. Donc elles ont plein d'avantages, petits digestes, etc. Est-ce que elles ont des contraintes? Comment est-ce qu'en fait vous arrivez à ce qu'elles s'adaptent ici à Cucugnan? Comment est-ce que vous les travaillez? Parce que c'est vachement complexe tout ça. Alors aujourd'hui, on a des ressources génétiques, donc ce qu'on appelle des taxons, c'est-à-dire une ressource génétique unitaire sur lesquelles on a différents volumes, mais on a une collection de plusieurs centaines de taxons, voilà, même pas loin d'un demi-millier. D'accord. Et donc on travaille là-dessus, et on travaille là-dessus avec des gens très spécialisés, et on a monté un réseau de ce qu'on appelle de stations agronomiques qui nous permettent d'observer, de sélectionner, mais sur justement des évolutions de critériologie de sélection, pas uniquement les fonctions botaniques et agronomiques, que la plante vive bien, etc., mais que justement on soit sûr que certaines caractéristiques qui avaient été vraisemblablement sélectionnées, fait l'objet de sélection par nos ancêtres, on les maintienne. Voilà. Si vous voulez, si on a le haricot tarbé, si on a le haricot de Paimpol, par exemple, c'est parce que chacun avait développé non seulement des côtés botaniques et agronomiques différents, mais qu'ils allaient très bien dans telle ou telle recette, et ce qui est étroitement lié, imbriqué à l'aspect culturel. Et ma conviction est que quand on mange un aliment qui est plein de culture, on cultive celui qui le mange. Quand on mange des aliments qui sont déculturés, si je puis dire, eh bien on déculture celui qui le mange et on en fait un zombie ou voilà. Et donc toujours pareil, le focus c'est de participer à l'humanisation et à accroître, à aggrader l'humanisme de nos contemporains. Et donc la nourriture pleine de culture, elle participe à ça. Donc ici, on est allé chercher des semences depuis 20 ans, même plus que ça, de partout. Voilà. Mais de manière autonome, parce que moi après j'y connais rien, mais on a l'impression que les semences c'est un truc qui est hyper réglementé, qu'on peut pas faire planter. Alors ça évolue beaucoup, hein. Dernièrement on a des nouvelles grandes évolutions de la loi, et nous on s'en félicite, même si tout le monde n'est pas d'accord avec ça. Et donc on a la chance d'avoir des ressources génétiques qui viennent de partout, d'Éthiopie, d'Iran, d'Irak, de Syrie, d'Israël, de Cisjordanie, de Jordanie, d'Égypte. C'est des trésors à chaque fois. Oui, c'est chaque fois, ce sont des trésors, effectivement. Voilà, si on fait des semences, et c'est ce qui est caractéristique des semences modernes, c'est avoir voulu homogénéiser
et stabiliser le vivant. Et un vivant homogénéisé, si nous étions tous frères jumeaux, l'avenir de l'humanité serait totalement compromis. Donc, autrement dit, la focale, le focus homozygote n'est pas une bonne démarche. Voilà. Il a servi, il a fait son truc pour nourrir les gens après la guerre, etc. Aujourd'hui, on vit une époque formidable. On a des moyens techniques, humains, des connaissances, des outils qui doivent nous permettre de mettre en œuvre des agroécologies très en pointe et très performantes. Beaucoup plus complexes, mais là aussi, on a quelqu'un qui nous donne un enseignement très fort, qui est toujours en vie, qui s'appelle Edgar Morin et qui nous dit refuser la pensée complexe, c'est refuser la pensée écologique. Il faut que tous nos concitoyens soient conscients de ça. Alors, complexe ne veut pas dire compliqué. Il faut vouloir un petit peu, et tout le monde le peut, appréhender cette complexité. Et cette complexité, elle donne aussi à naissance à des formes de gestion qui sont plus complexes. On ne gère plus des comptes d'exploitation ligne et colonne en 2D. Les comptes d'exploitation doivent devenir en 3D, c'est-à-dire il y a non seulement la feuille en 2D, mais il y a tout un classeur de feuilles et il y a des arguments de chaque feuille qui sont en lien avec les arguments des autres feuilles. Si on en touche un, on touche aux autres feuilles. Et donc c'est pour ça qu'il faut faire de l'agroécologie et la complexité de l'agroécologie, l'axe structurant de demain, c'est obligatoire, il n'y a pas d'autre solution. Plus on tardera, plus on aura du retard à rattraper, si tant est qu'on puisse un jour continuer à espérer pouvoir le rattraper. Dans des modèles, il n'y en a pas 36, il y en a un, je dirais 2, c'est la polyculture élevage. Mais polyculture ne veut pas dire qu'on a des poireaux, des navets, etc. d'un côté, c'est que la polyculture, c'est qu'on met tous ces éléments en conjonction entre le végétal, l'animal, le bactérien, le fongique, etc., etc. Et les insectes et tout. Tout doit participer à une grande matrice du vivant, et cette grande matrice du vivant, elle ne demande qu'à vivre, qu'à exploser, et nous avons un rôle là-dedans. Moi, pour moi, ce rôle, celui qui l'a le mieux explicité, c'est un des plus grands hommes pour moi du XXe siècle, qui est Pierre Teilhard de Chardin, c'est-à-dire la place de l'homme dans la nature, elle n'est pas compliquée, nous sommes ici pour être des jardiniers. Quoi que l'on fasse, quel que soit notre métier, il faut qu'on aborde les choses d'un point de vue conceptuel et de comprendre que nous, les humains, nous sommes fondamentalement des jardiniers. Le mot futur peut garder tout son sens pour nous, humains, que si nous comprenons qu'il faut qu'on dégage de nous considérer au sommet de la pyramide et d'être au sommet de l'échelle de l'évolution très supérieure à toute autre chose. Nous ne sommes pas au sommet de l'évolution du tout et nous devons remettre la vie au centre, c'est-à-dire qu'on doit aujourd'hui ne parler et ne s'intéresser qu'à ce qu'on appelle le biocentrisme. Donc il y a au CNRS une grande chercheuse qui est à connaître et à étudier sur le sujet, elle s'appelle Virginie Maris. Et puis aussi on a aujourd'hui des organismes en France comme le CBIOS, CEEBIOS, et il y a quelqu'un que l'on peut chercher sur YouTube par exemple, qui s'appelle Kalina Raskin, qui est une femme aussi. Le renouveau, la pensée nouvelle, le changement de paradigme, il est magnifiquement porté par des femmes qui jouent un grand rôle. Et il y a une femme dont je voudrais parler, parce que si dans nos concitoyens ils ne l'ont pas vu, il faut que les gens courent voir ce film et le fassent voir à leurs enfants surtout. C'est Bigger Than Us, d'une personne qui s'appelle Flore Vasseur, la réalisatrice, est un film qui a été produit aussi avec le soutien de notre grande actrice française qui s'appelle Marion Cotillard. Voilà. Et donc Flore Vasseur, pour moi, est une personne d'une intelligence très supérieure, parce que cette intelligence, elle est mise au service avec énormément de finesse et de comment dire. C'est très talentueux la manière dont elle met les choses en œuvre. Elle écrit des livres qu'il faut vraiment lire. Mais là, elle vient de faire un film qui s'appelle Bigger Than Us. Et rien que le titre, je le trouve absolument génial, parce que ce qui peut nous sauver, c'est d'être conscient qu'il y a plus grand que nous. Il y a bigger than us. Voilà. Et que les jeunes aujourd'hui, sentir ces jeunes, ces milléniums, ces 20, 30 ans, là, etc., moi je vais avoir 62 ans, donc autrement dit, dans 20 ans, je serai plus là, d'accord? Et en tout cas, dans 20 ans, ceux qui ont entre 20 et 30 auront entre 40 et 50. Et j'espère qu'ils seront au pouvoir, ceux-là,
Et j'espère que, parce qu'on ne détourne pas un avion sans monter à bord. Donc il faut qu'ils montent à bord et il faut qu'ils prennent le volant, quoi. Voilà, il faut qu'ils prennent les commandes. Voilà. Et ces jeunes-là, faut les soutenir et il faut surtout leur préserver la dose d'enthousiasme, la dose de volonté, d'énergie qui doit être la leur. Et vous le voyez aussi beaucoup parce qu'ici à Cucugnan, du coup, il y a une école. Oui. Et vous transmettez beaucoup, donc vous voyez tous ces jeunes-là arriver. Oui. Chez vous, c'est fondamental finalement de transmettre un savoir-faire. Et après, aujourd'hui, c'est combien de personnes qui sont passées à Cucugnan? Oui, je sais pas. On n'est pas loin des 2000. Hein. C'est énorme. Voilà. Ouais. Et donc on fait beaucoup voir et on fait beaucoup comprendre, appliquer à fond les principes de la permaculture, mais surtout, oui, dans le permacultural, oui, mais la permaculture, on a deux sens, avant tout que si elle est permaculturelle, c'est-à-dire il faut que ce soit les hommes qui aient la permaculture, les hommes, les humains, les hommes et les femmes, quoi, là. Et alors, du coup, parce que donc ici il y a un moulin et c'est-à-dire que c'est fraîchement moulu qu'ensuite. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu ce processus de métamorphose? Déjà, ce qu'on veut, c'est à la base avoir une génétique qui soit vraiment issue d'un continuum de sélection dans l'espace et dans le temps qui fasse qu'elle arrive jusqu'à nous dans les meilleures conditions en n'ayant pas été dévoyée, c'est-à-dire ce qu'elle est capable d'exprimer, puisqu'on dit qu'une semence par définition ça exprime. J'aime bien d'ailleurs. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le pouvoir d'expression des semences, plus on remonte dans leur généalogie, plus il est fort. C'est-à-dire qu'on va avoir par exemple dans un engrain, appelé aussi petit épeautre, on va pouvoir trouver des semences qui sont en capacité d'exprimer tous les acides aminés, quasiment toutes les vitamines, beaucoup d'antioxydants. Voilà, énormément d'antioxydants. Est-ce que il faut un sol particulier pour que ça s'exprime? Oui, parce que si c'est Monsieur de Lavoisier, rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Et ici, quand vous arrivez à Cucugnan en particulier, est-ce que c'est aussi Cucugnan, c'est pour établir la base, c'est pour faire, si je puis dire, ce qu'on appelle en ingénierie le PCC, le Post Command Control. Voilà. Après, par exemple, voilà, là, on peut lancer des débats, mais cette année, par exemple, on a du blé en Sicile, on a du blé en Anatolie, on a du blé dans les Asturies, en Espagne, on a du blé dans les Abruzzes, etc. Et on travaille d'ailleurs sur le fait d'avoir non seulement du transport décarboné, et voire même du bilan transport qui soit à carbone positif. Voilà. Donc, on travaille là-dessus à fond et de plus en plus. Avec des partenaires, du coup. Avec des partenaires, oui, puis des transports de plus en plus aussi en bateau, etc. Et aujourd'hui, il y a des prouesses qui se font en France sur le transport. Vous avez un chocolatier breton aussi qui commence à être très connu, par exemple, qui transporte tous ses cacaos, ses vanilles, etc., ses cafés à la voile, avec un bilan carbone à zéro, et voire même positif. Voilà. Donc, on vit une époque formidable, c'est vrai. Il faut se concentrer, il faut prendre les choses dans le bon ordre, il faut ne pas hésiter à résoudre tout ça de manière holistique. Si par la linéarité, on résout rien. Il faut y aller de manière très matricielle, avec toute la complexité que ça sous-tend, voilà. Ouais. Et vous nous expliquez un petit peu ce truc de la baguette, en fait. Aujourd'hui, là, on voit, mais peut-être aussi que c'est parce que certains outils que vous utilisez pour façonner, vous triturez pas trop le pain, on a l'impression que c'est plutôt... on ne touche quasiment pas. Il y a même des pains qu'on ne touche pas du tout. Voilà. Et voilà, c'est un sujet d'ailleurs qui est bouleversant et qui est très intéressant. Et on ne fait pas de baguette ici parce que c'est pas du tout le style de pain qui est propice avec nos céréales, nos farines, etc. Et puis... la baguette, elle a très bien collé aussi à ce que le marketing a offert en disant « donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour ». Les gens ont compris qu'il fallait que tous les jours on ait du pain frais. Et toute la filière s'est bien adaptée à ça et en a bien profité. Alors que nos anciens ne mangeaient pas du pain frais. Voilà. Et nous, on est allé même beaucoup plus loin puisqu'on a donné le goût aux gens de manger du pain chaud, ce qui en soi est un petit peu une erreur, voilà, de digestibilité, etc. Le bon pain, il faut qu'il ait bien ressué, il faut qu'il ait fini de se faire après cuisson. Il y a au moins besoin de bonnes heures. Voilà. Et en plus, ce qui est super, c'est si le pain il peut retrouver un inoculum qui va lui réintroduire des bactéries lactiques dessus, etc. C'est des sujets passionnants. Ouais, et le bon pain, c'est un alors pain c'est justement, votre définition du bon. Qu'est-ce qu'un bon pain?
Alors là, on rentre dans des mots qui sont peut-être les mots les plus complexes de la langue française. Qu'est-ce qui est beau et qu'est-ce qui est bon, quoi. Et je dirais même qu'il faut, de manière très réflexive, nous poser la question à nous-mêmes pour pratiquement s'auto-évaluer dans ce qui peut être notre force, notre puissance, mais aussi nos dérives et voir le fait que l'on se perde, c'est-à-dire qu'on trouve quelque chose de beau qui ne l'est pas, en fait, quoi, voilà. Ou qu'on trouve quelque chose de bien de bon qui ne l'est pas, voilà. Parce que qu'est-ce que ça veut dire beau et bon? Je pense que ça relève même de la philosophie élémentaire, quoi, voilà, et, de la relation de l'éthique à l'esthétique. Si on confond l'esthétisme au sens de l'esthétisation, c'est-à-dire la couche de vernis, la couche de peinture, ou quelque chose qui est juste de la façade, mais qu'à l'intérieur ça soit pas terrible, et qu'on appelle ça joli. Bon, voilà. Est-ce qu'on peut trouver beau, un poisson dont on sait qu'il est issu d'un secteur dans lequel on est infesté de microplastiques, et que si je mange 100 grammes de ce poisson, je vais manger l'équivalent d'une carte bleue, par exemple. On se dit qu'aujourd'hui, le Français moyen mange une carte bleue par semaine. Ça, je crois qu'il faut se poser ces questions-là. Et nous-mêmes, est-ce qu'on peut se trouver beau si on sait qu'on laisse tout ça naviguer à volo? On est à l'évidence en train de se perdre et décorréler des notions d'éthique élémentaire. Ça peut pas être beau. Ça peut pas être bon. Et ça peut pas être juste, voilà. Et face à qui n'est pas beau et pas juste, on peut pas être tolérant non plus, parce que sinon, c'est le monde de nos enfants qu'on est en train de foutre en l'air, quoi, voilà. Et on est là-dedans. Une vision court-termiste du toujours plus, du toujours... Ouais. Et on s'enferme dans des codes de lecture, et voire des codes de jouissance même qui sont pas très bons, parce qu'ils sont pas porteurs de valeur pour le futur. Et en tout cas, ils sont même plutôt destructeurs de ce qui ne nous appartient pas. Voilà. Et le fait qu'on fasse des bêtises qui détruisent notre propre support de vie, c'est-à-dire nos propres écosystèmes, et qu'on ait une inconsidération aussi forte de nos écosystèmes. Mais on doit être optimiste du fait de se dire, que l'on vit une époque formidable parce qu'on a accès à l'information si on la veut, parce que c'est très important qu'on ait accès à l'information, parce qu'aujourd'hui, si on n'est pas d'accord sur le constat, on perd complètement notre temps, même dans le vivre ensemble. Quand vous êtes face à quelqu'un qui, sur le constat, n'est pas d'accord, si même encore il existe aujourd'hui quelqu'un qui est climato-sceptique, comme on le dit, tout est fermé. Il n'y a plus de voix. Il n'y a plus de voix du nous. Le nous n'a plus de sens. Il y aura un jeu d'un côté de l'autoroute qui va dans un sens, et un jeu JE de l'autoroute qui va sur l'autre sens. Mais la notion de nous, ce qui nous réunit, le nous, c'est-à-dire ce qui est la somme de nos relations, ce fameux noos, cette fameuse noosphère à laquelle Teilhard de Chardin nous pousse à comprendre que cette reliance. Ce qui peut nous donner la reliance, c'est ce qui est plus grand que nous, le bigger than us. Mais pour qu'on accède à cette reliance, il faut au moins qu'on soit d'accord sur le constat. Et là, on peut cheminer, on peut se prendre la main. À prendre conscience de ce constat. Puis après, c'est aussi essayer de sensibiliser tout le monde, même du coup les personnes qui sont insensibles à cette beauté du vivant, en fait, au fait que c'est hyper enthousiasmant, que c'est plein de surprises, qu'il y a un espèce de truc. Parce que ça résout tout à la fois. Voilà. Si on va vers là, ça résout tout à la fois. C'est très vertueux et de manière holistique. C'est-à-dire qu'on peut très bien aujourd'hui faire un pain qui, quand on le mange, on participe à régénérer la vie des oiseaux, de l'air, de l'eau, des insectes, des vers de terre, des sols, et en plus avoir des sols, ce qu'on appelle aujourd'hui des couverts permanents, donc autrement dit de la photosynthèse toute l'année, donc autrement dit stocker du carbone, donc autrement dit participer à freiner au maximum le dérèglement climatique. Donc on peut très bien, dans l'époque formidable à laquelle on vit, résoudre les choses de manière holistique. Alors que jusqu'à maintenant, on a toujours tendance à penser que l'économie est un jeu à somme nulle. C'est-à-dire que si je prends, c'est que comme disait aussi Teilhard de Chardin, tout ce qu'on a, on l'a pris à quelqu'un. Eh bien, avec l'agroécologie, on peut éradiquer cette espèce de sentence insupportable. On peut participer à tout à la fois. Et c'est ça qui doit nous rendre très enthousiastes. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que quand on sait qu'on est là-dedans et qu'on y participe, là aussi, on retrouve, j'allais dire, du platonicien fondamental, c'est-à-dire qui a été très très bien repris par notre grand philosophe français Émile Chartier, alias Alain, qui dit ça fonde des petits groupes d'amis dans la grande mêlée humaine,
et qui sont amis. Pourquoi? Parce qu'ils œuvrent à une cité plus parfaite. Voilà. Se sentir dans une reliance parce qu'on œuvre à une cité plus parfaite, ça fait les véritables amis. C'est-à-dire des gens avec qui on se sent dans des harmonies, dans des puissances qui nous relient très fortes, etc. Et c'est cette reliance, quoi. Voilà. Et alors, pour en revenir à votre définition du bon, est-ce que vous pourriez peut-être nous dire... Le bon, déjà, c'est ce qui fait pas de mal. Voilà, ne peut pas être bon, ce qui fait du mal au sol, ce qui fait du mal aux insectes, ce qui fait du mal au futur de nos enfants, parce que quand on laisse des cochonneries dans le sol, c'est une espèce de patrimoine, enfin, c'est un déficit organique, un déficit chimique, etc., qu'on laisse, comme un petit peu, on mettrait les poubelles sous le tapis, quoi, voilà. Donc, tout ce qui fait du mal au sol, aux oiseaux, à nos rivières, à l'air, au climat, etc. On peut pas le trouver bon, c'est pas possible. Et donc on doit trouver bon ce qui fait du bien et ce qui fait du bien de manière holistique, voilà. Et parce que de toute façon le goût, la physiologie du goût est éminemment subjective. C'est complètement relié à nos vécus, à nos cultures, etc. France, ouais. Et donc on peut travailler, pour moi, assurément, sur ce que l'on trouve beau, ce que l'on trouve bon. Là, moi, ce que je vois aussi, ce que je constate, c'est qu'il y a un truc qui est très profond dans chacune des personnes là, que j'identifie comme faisant partie de toutes ces personnes qui nous montrent une nouvelle voie, un nouveau paradigme. C'est la passion, mais aussi l'amour, en fait. Et ce mot dont on parle pas beaucoup, mais parce qu'il est souvent uniquement relié aux relations amoureuses, etc. Mais on sent que vous êtes dans l'amour, en fait. Vraiment. L'amour, nous les Occidentaux, déjà ça commence par une expression qui est assez troublante, parce que quand on aime quelqu'un, on lui dit « je t'aime ». Donc, c'est-à-dire que cet amour, on l'extrait de notre propre ego, de notre JE. D'accord ? Au Japon, par exemple, cette expression « je t'aime » n'existe pas. On va dire à quelqu'un pour lui dire qu'on a des sentiments que l'on ressent très fort pour ce qui nous relie avec cette personne, on va lui dire il y a énormément de bonheur en ta présence. C'est complètement différent. Ou alors il y a énormément de tristesse dans ton absence. Voilà. Mais quelqu'un qui vous aime, c'est quelqu'un qui vous apporte de vos nouvelles, pas des siennes. Donc quand on commence à dire je t'aime, moi, aimer toi, on part du soi. Tu vois. Il faut qu'on arrête de considérer les choses en les faisant partir de nous, de notre ego. Alors que justement, demain, voilà. Est-ce qu'on cherche à être aimable, par exemple, la notion d'amour? Faut-il chercher à être aimable? Faut-il chercher à attirer vers soi l'amour des autres? Ou doit-on, au contraire, totalement s'en désintéresser d'être aimable? Moi, je veux pas être aimable, je veux pas être séducteur, je veux être même affreux d'un point de vue de l'enveloppe physique, charnelle, etc. Parce que ce qui m'intéresse, c'est de voir ce qui se produit si on cherche à être aimant. Mais alors, aimant jusqu'au bout des ongles, quoi. Voilà. De tout donner, de tout faire pour l'amour. Voilà. Vous savez, le XXe siècle, on a beaucoup été sous l'emprise très forte et qui se justifie quelque part de ce terrible existentialisme sartrien, les existentialistes. L'enfer, c'est les autres. Mais et si on changeait de paradigme, si on disait que le paradis, c'est les autres, et que on est là pour essayer de voir comment cultiver ce lien qu'on peut avoir, nous vis-à-vis des autres, ou les autres vis-à-vis de nous, mais cultiver le lien, et cultiver le lien des autres entre eux. C'est pour ça que le pain, pour moi, c'est imposé comme une évidence, parce que c'est l'instrument de tout ça, le pain. Sortir le pain de la table avec tout ce qu'il incarne, moi, je suis passionné, c'est vrai, par le fait de voir ce que ça veut dire être aimant. Mais c'est troublant parce qu'on a parlé de culture des champs, culture des hommes. Le mot aimant, il a un autre, sans faire du langage des oiseaux, il a un autre sens. Un aimant, vous en avez dans les casses, dans les ferrailles, ça soulève des bagnoles de 2 tonnes, un aimant. Donc autrement dit, c'est puissant. Quand on cherche à être aimant, on attire beaucoup de choses vers soi. C'est très, voilà. Est-ce qu'il y a un mot de la fin? Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Est-ce que vous nous souhaitez quelque chose? Le vœu le plus cher, c'est que tout un chacun essaie de voir comment se prêter à mettre en œuvre ou à avoir un petit peu comme une chaîne moléculaire à des terminaisons de libre pour qu'il y ait cette notion de reliance qui soit de plus en plus possible, quoi, de religuer
Et donc, et de trouver moyen d'alimenter le mycélium humain comme les arbres en forêt savent très bien alimenter et vivre très fortement en lien avec le mycélium qui les relie. Nous, le mycélium qui nous relie, il faut qu'on le développe. Et il faut qu'on y mette plus d'énergie dedans et qu'on soit de plus en plus attentif aussi à tout ce qui y met de l'énergie, voilà, et tous ceux et celles et ceux qui y mettent de l'énergie, voilà. Et il y en a beaucoup de plus en plus. Et il y en a de plus en plus. C'est pour ça que il y en c'est a de une plus période en plus. C'est incroyable pour ça que c'est ça qui... voilà, la notion d'espérance doit plus que jamais nous soulever. Merci beaucoup, Roland. C'est moi qui vous remercie. Merci.